J'ai crié, non? Désolée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et au cas où ça va pas trop, j'espère que ça ira vite mieux. Et avant de commencer, comme d'hab, je tiens d'abord à faire un énorme câlin et plein de bisous à mes abonnés. Genre franchement merci d'être là, merci encore de regarder une de mes vidéos. Et si au contraire c'est la première fois que tu vois ma tête, je te souhaite la bienvenue. J'espère que la vidéo te plaira et si c'est pas le cas, je fais toujours de mon mieux. Donc après bon bah on aura essayé, ça a pas marché, c'est la vie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur une arnaqueuse, hein, parce que vous aviez kiffé celle sur Anna Delvey. Et je me suis dit bon bah faut quand même retrouver quelqu'un de au moins aussi manipulateur et égocentrique. Vous inquiétez pas, le monde en est rempli. Donc ça n'a pas été très difficile. Je vais donc vous parler d'Elizabeth Holmes. En 2015, Forbes la nommait femme la plus riche et la plus jeune milliardaire d'Amérique lorsque son entreprise Theranos était estimée à 9 milliards de dollars. Donc plutôt impressionnant. Récemment, le magazine Fortune, dont elle avait fait la couverture, a déclaré qu'elle faisait partie des leaders les plus décevants du monde. Donc deux salles, deux ambiances, hein. Alors qu'est-il arrivé à Elizabeth Holmes, la femme qui avait pour but d'égaler Steve Jobs ou encore Bill Gates? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Elizabeth Holmes naît le 3 février 1984 à Washington dans une famille riche. Son arrière-grand-père était chirurgien et a donné son nom à l'hôpital de la ville de Cincinnati. Et son arrière-grand-père, ça fait beaucoup à chaque fois là, était un homme d'affaires reconnu et influent. Sa mère Noël travaille au Congrès et son père Christian est vice-président d'une très grosse entreprise d'énergie qui fera faillite en 2001 pour cause de fraude. Donc vous verrez tel père telle fille un peu. Depuis qu'elle est petite, elle a toujours voulu inventer des choses qui révolutionneraient le monde et son plus grand rêve était de devenir milliardaire. À l'école et au lycée, c'était une plutôt bonne élève, enfin assez moyenne, et elle raconte que ses meilleurs amis étaient les livres qu'elle lisait à longueur de journée. Après le lycée, elle étudie le génie chimique à la prestigieuse université de Stanford. En gros, c'est de l'ingénierie liée à la chimie. Et Elizabeth, elle a toujours eu la phobie des aiguilles et des prises de sang, et c'est par là que lui est venue une super idée, celle de tests sanguins réalisés avec un minimum d'échantillons. Donc sa toute première idée, c'était un patch qui pourrait réaliser des analyses, mais également administrer le traitement adéquat. Tout ça dans un patch. Convaincue qu'elle a enfin trouvé son idée révolutionnaire qui la rendra riche et célèbre, elle s'empresse d'aller en parler à la professeure de médecine de Stanford, Phyllis Gardner, qui tentera quand même de la faire redescendre sur Terre en lui disant que son idée est tout simplement impossible à réaliser. De plus, Elizabeth n'a aucune connaissance en médecine et n'en est qu'à son second semestre de génie chimique. Mais Elizabeth, qui a uniquement 19 ans à ce moment-là, bah elle s'en tape complètement et au fond elle se fiche de l'expertise des gens. Elle est convaincue que son idée est une des meilleures idées de tous les temps. Alors comme ses idoles Steve Jobs, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg, elle préfère ne pas terminer ses études afin de lancer son entreprise. À Skip, elle était trop pressée de changer le monde. Juste avant d'entrer à Stanford, elle fit un voyage universitaire en Chine où elle rencontra Sunny Balwani, un homme d'affaires qui a rencontré énormément de succès à la fin des années 90 grâce à une entreprise de logiciels qui s'est revendue pour beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup parce que quand Sunny a vendu ses parts de l'entreprise, bah, il les a vendues à 40 millions de dollars. Il avait donc ce que rêvait d'avoir Elizabeth, énormément d'argent et une crédibilité au sein de la culture tech avec le statut d'entrepreneur à succès. Donc ils deviennent assez vite amants. À ses 20 ans, Elizabeth ne fait que travailler et fricoter avec Sunny. Elle travaille jusqu'à 15 heures par jour et ne dort que 4 heures par nuit. Le rêve d'Emmanuel Macron pour tous les Français. Grâce à l'aide de son père qui fera jouer ses relations afin de la présenter à d'importants investisseurs, elle obtient son premier million auprès d'un de leurs anciens voisins qui avait déjà investi dans Hotmail. Et après ça, elle obtient rapidement 6 millions de dollars via d'autres investisseurs pour commencer son entreprise Theranos. Un mélange entre les mots thérapie et diagnostic. En 2005, à l'âge de 21 ans, elle engage Ian Gibbons, le premier scientifique à bosser chez Theranos. Elle se sert de lui pour breveter sa technologie et leurs deux noms figurent côte à côte en tant que créateurs. Son idée de patch a évolué, heureusement, en une machine qu'elle appelle la machine Edison, en référence à l'inventeur Thomas Edison, qui ressemble plus à une tour de PC. Et donc ce simple appareil servirait à accueillir des mini-fioles de sang et réaliserait jusqu'à près de 200 analyses, par exemple les hépatites, la syphilis et plein d'autres trucs qu'on peut détecter dans le sang comme des cancers, ce genre de choses. Tout ça avec uniquement
quelques gouttes de sang, hein, le truc est minuscule. Et évidemment à des prix défiant toute concurrence. Elle réussit à convaincre de très riches et de très influents investisseurs, et même à engager 2 anciens secrétaires d'État, un ancien général de l'armée, et des anciens PDG ou directeurs de très grandes entreprises ou d'institutions. Et ce qui la rendait si convaincante était peut-être sa voix super grave, travailler avec un coach afin d'être prise au sérieux, Someone you love is really sick. Ces énormes yeux qui, d'après certaines personnes, ne clignaient presque jamais. On dirait que elle et Mark Zuckerberg c'était des jumeaux séparés à la naissance, hein, très clairement. Ou bien alors sa folle détermination. Allez savoir. En tout cas, elle réussit donc à convaincre des hommes expérimentés qui ensuite pouvaient influencer d'autres personnes pétées d'oseille et haut placées. Mais d'après Phyllis Gardner, c'est qu'Elizabeth saurait se montrer très séduisante pour convaincre de vieux monsieur qui pensent plus avec leur entrejambe qu'autre chose. Mais c'est surtout que, bizarrement, elle n'arrive jamais à convaincre des investisseurs du monde médical qui trouvent ces explications trop vagues et fantasques. Bah, tu m'étonnes parce qu'au final c'est juste une super idée mais qu'on peut absolument pas mettre en place. Au fond, Elizabeth ne sait absolument pas comment rendre son truc possible et elle ment sur tout. Les chiffres, la technologie, absolument tout. Et lorsque des collaborateurs s'en rendent compte et lui disent d'arrêter en fait, ce serait cool de stopper ton histoire là, bah, elle les vire sur le champ. Voilà, elle est comme ça Elisabeth, elle perd pas de temps tu vois. Time is money. Et ces derniers ne peuvent rien faire, puisqu'avant de travailler avec Elisabeth, ils signent des clauses de confidentialité. Elisabeth arrive à se faire une place dans un secteur dominé par les hommes, celui de la haute technologie. Ce qui est un ingrédient de plus pour sa success story, avec celui d'avoir créé sa boîte à 19 ans. You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. Donc en quelques années, Theranos est maintenant une entreprise basée au sein de la célèbre Silicon Valley, aux côtés de Facebook, Twitter, Uber, tout ça, et emploie près de 800 employés. Elisabeth porte H24 des cols roulés noirs, comme son idole Steve Jobs, et la meuf est totalement obsédée par lui. Hein. Elle emploie même des anciens employés d'Apple. Et la technologie utilisée là, elle est toujours expliquée de manière extrêmement vague, même aux futurs employés. Mais ça c'est pas quelque chose de si rare que ça dans le milieu des startups de tech, car ils veulent éviter de se faire voler leurs idées, leurs projets, leurs technologies, entre autres à cause de l'espionnage industriel. Et en plus de savoir enthousiasmer des investisseurs qui connaissent rien à la science ou à la médecine, Elisabeth sait comment s'y prendre en termes de relations publiques. Elle avait travaillé cette petite histoire ultra touchante qu'elle racontait avec une émotion poignante, hein. Celle de son oncle parti trop tôt d'un cancer de la peau généralisé, et que c'était ce genre de scénario qu'elle cherchait à éradiquer avec son invention qui pouvait réaliser des analyses sanguines de manière simplifiée afin de pouvoir détecter les maladies le plus tôt possible. On apprendra au final bien plus tard qu'Elisabeth n'était pas proche de son oncle et que ce dernier était malheureusement décédé 18 mois avant ce fameux speech, soit bien après la création de la machine Edison. Charmant. Et sauf que les problèmes avec Theranos et la machine Edison, ils sont quand même nombreux. Il est impossible de faire tenir un labo dans une si petite machine. Cette dernière était déficiente et ne pouvait réaliser qu'une dizaine de tests. Et en plus, la majorité du temps, ils étaient erronés. Parce qu'il faut beaucoup de choses pour réaliser des analyses sanguines. Faut mélanger le sang avec d'autres produits, ce qui produit parfois des réactions chimiques. Et puis dans ta machine, il y a de l'électricité, de la chaleur. Et tous ces composants étaient si proches les uns aux autres que ça créait des interférences. Parfois, la machine s'arrêtait en plein milieu d'analyse, ce qui fait qu'il y a des gouttes de sang qui tombaient, s'en foutaient partout à l'intérieur du truc. Bref, c'était super dangereux parce que t'avais plein de trucs en verre et tout, quand les employés voulaient mettre leurs mains dedans pour... Bref, tu pouvais te faire piquer, et puis avec autant de sang, je te laisse même pas imaginer le nombre de maladies que tu peux choper. Et puis bon, t'as tout ça qui se mélange, donc forcément, ça fausse les résultats. Donc c'est super dangereux, hein. Imagine, tu vas pour te faire tester de la syphilis, on te dit que t'es négatif mais au final tu l'as. Ou sinon on dit que t'as une maladie alors que tu l'as pas, tu commences un traitement pour ça. Parce que qui dit traitement médicamenteux dit forcément effet secondaire, tout ça quoi. Mais surtout, quelques gouttes de sang n'étaient absolument pas suffisantes pour réaliser les analyses. Alors du coup, comment Elisabeth et sa team s'y prenaient? Lorsque de potentiels business partners rendaient visite, Theranos lançait la machine devant eux, hein. Et ensuite pendant ce temps, voilà que ça t'emmène au resto, que ça te fait une petite visite des locaux. Et pendant ce temps, les gens du labo reprenaient les échantillons et faisaient les tests eux-mêmes de manière traditionnelle, hein, donc sur des grosses machines. Ils donnaient ensuite les résultats comme si ils étaient tout droit sortis de la machine Edison. Ou alors, il y avait une autre technique aussi parfois, ils diluaient le sang. Donc ce qui fausse grandement les résultats, encore une fois. Mais bon, c'est pas tout, vu que tout ça n'était que poudre aux yeux, hein. C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je suis très Macron aujourd'hui apparemment. Et ben forcément fallait tenir les employés à carreau, tu vois, pour pas qu'ils poucavent. Et Elisabeth s'est très tôt associée à son petit ami Sonny Balwani, qui est totalement devenu le bras droit d'Elisabeth. Et à eux deux, ils faisaient régner une atmosphère de terreur au sein de Theranos. Terreur Theranos. On tente des choses. Ils surveillaient leurs employés, donc par exemple tu pouvais envoyer un mail, tu les mets pas en copie, bah c'est un des deux qui te répond à ton mail. Et puis Sonny il aimait bien observer les employés grâce aux vidéosurveillances, et il engueulait ceux qui ne bossaient que 8 heures par jour. Et en 2011, Elisabeth engage David Boyce, un des avocats les plus reconnus mais surtout les plus redoutés des États-Unis, notamment pour avoir défendu Harvey Weinstein, des entreprises de tabac ou même le gouvernement américain contre Microsoft. Elisabeth lui offre même une place au conseil d'administration, donc un coup de génie puisque cet avocat aura encore plus de raisons de mettre la pression sur des anciens employés à coup de menaces, de poursuites judiciaires. Les employés avaient extrêmement peur de cet avocat mais également de l'entreprise, ce qui les empêchait de divulguer la vérité qui se cachait derrière Theranos. Ils avaient même engagé des détectives privés pour suivre certains anciens employés et leur mettre une pression dingue pour être sûr qu'ils ne divulguent rien. Et lorsqu'un employé remettait en question la technologie de la machine Edison, et à juste titre, la réponse de la direction était toujours eh bien c'est peut-être toi qui crois pas assez en notre vision, qui veut pas vraiment changer le monde, t'es pas assez déterminé, tout ça quoi. Les employés qui causaient trop de problèmes étaient directement licenciés ou alors ils démissionnaient et étaient très vite remplacés par des personnes de plus en plus jeunes et ou inexpérimentées qui acceptaient le projet fou d'Elisabeth. D'ailleurs la plupart des employés d'Apple en quelques années ils sont très vite barrés. Alors entre 2011 et 2015, beaucoup d'employés pouvaient assister à Elizabeth Holmes faire la couverture de magazines, être carrément invités à des dîners présidentiels, tout en sachant qu'elle mentait et que rien ne fonctionnait comme elle le racontait. Parce que vraiment, si sa technologie avait existé, en effet, ça aurait été révolutionnaire, ça aurait été génial. Et oui, là, il y aurait eu toutes les raisons de l'appeler la prochaine Steve Jobs. Mais non, non, la vérité, elle est souvent moins ouf. D'ailleurs, après que plusieurs articles soient parus sur elle, apparemment, elle se prenait vraiment pour une resta. Elle avait même changé les vitres de son bureau pour qu'elles soient par balle et était accompagnée H24 de gardes du corps. Et forcément, Elisabeth, tout ça, ça lui monte à la tête, tu vois. Bon, déjà qu'elle avait, on va pas se le cacher, un ego surdimensionné. Donc forcément, on n'en arrive pas là sans se faire d'ennemis. Elisabeth s'était donc fait un ennemi du nom de Richard Foys, un ancien voisin de la famille Holmes, entrepreneur et médecin, et qui avait également bossé pour la CIA. En vrai, je pense qu'il faut éviter de se faire comme ennemi un mec qui a bossé pour la CIA. Après, c'est que mon avis, Et Richard, il déposa un brevet pour une méthode de transmission de données de machines d'analyse sanguine directement aux médecins. Ce qui rappelle un peu la technologie Theranos, tout ça. Forcément, lorsque Theranos l'apprend, ils poursuivent en justice Richard. Et au fond, tout ça pourquoi ? Parce qu'au début du projet d'Elisabeth, Richard Foys, en bon ancien voisin, tout ça, il avait proposé son aide. Parce qu'il est médecin, c'est un peu son domaine, tout ça. Mais non, Elisabeth, elle refusa, et donc pris de somme, Richard avait donc décidé de se venger. Je pense qu'on peut l'appeler Monsieur Somme, même. Richard Somme, c'est mieux que Richard Foys. Et ce dernier remarqua également que les brevets déposés par Elisabeth et Ian Gibbons ressemblaient beaucoup à ceux que Ian avait déjà brevetés pour une ancienne entreprise. Richard veut donc servir de cette info pour sa défense lors du procès. Et en 2013, Ian Gibbons, il a beaucoup de mal à travailler pour Theranos, parce que je rappelle que lui c'est un vrai scientifique, et depuis des années, il essaye de créer une machine qui, je pense là, il a dû comprendre que ça n'allait pas fonctionner, et il a beaucoup de mal à supporter les mensonges et les pressions d'Elisabeth et des autres dirigeants de l'entreprise. De plus, Ian vient de se faire assigner à comparaître pour témoigner lors du procès qui oppose Theranos et Richard le SMIC. Et Ian, il avait extrêmement peur de devoir mentir sous serment, mais également de dévoiler la supercherie qu'est cette immense entreprise, ce qui forcément lui ferait perdre son emploi, et comme il est déjà âgé de 67 ans, une de ses plus grandes craintes est de ne pas retrouver d'emploi après tout ça. Ian Gibbons décida de mettre fin à sa dépression, ses tourments, et se donna la mort en mélangeant médicaments et alcool. Il décéda une semaine plus tard à l'hôpital, et lorsque sa veuve informa Theranos et Elizabeth Holmes du décès de Ian, elle n'eut aucun message de condoléances de la part d'Elizabeth. On lui demanda juste de ramener les affaires et les documents confidentiels
que Yann pouvait avoir en sa possession. Alors déjà, quand tu te dis que la meuf est prête à mytho à tellement de gens juste pour être la prochaine Steve Jobs, être milliardaire, alors que son invention, elle peut bousiller la vie de tellement de personnes, et qu'en plus c'est comme ça qu'elle traite les gens qui ont essayé tant bien que mal de rendre son truc possible, genre Voldemort, Elizabeth Holmes, non je sais pas, on n'est pas là. Et au milieu de tout ça, toujours en 2013, Theranos arrive à signer un énorme contrat avec les pharmacies Walgreens aux États-Unis, parce qu'on parle d'un contrat à plus de 100 millions de dollars. Et l'opportunité pour les pharmacies Walgreens, c'est de ne plus avoir besoin de laboratoire. Walgreens avait peur qu'un de leurs concurrents profite de cette technologie avant eux. Ils voulaient être les premiers sur le dos, donc bah... ils ont signé. Ce qui fait que là se met en marche une machine assez grosse, hein, parce qu'il faut commencer à tester des gens et puis il faut faire de la pub. Donc c'est toujours en 2013 que commencent les tests sur de vrais patients dans le cadre de la collaboration Theranos et Walgreens. La machine ayant des problèmes, elle n'a pas pu être validée par Walgreens pour faire les tests en interne, hein. Donc à chaque fois ils envoyaient les échantillons direct chez Theranos. Et Theranos avait absolument besoin de ce contrat pour continuer à attirer des investisseurs, hein, parce que ça rendait méga bien sur le CV, on va dire, et qui commençait à pu avoir beaucoup d'argent. Après cette collaboration, il y a eu plein de nouveaux investisseurs à hauteur de à peu près 400 millions de dollars. Et là ce qui est ouf, c'est que comme ça a commencé en Arizona, le truc c'est qu'en Arizona, pour faire des analyses sanguines, il faut une prescription de ton médecin. Et donc bah, Elizabeth et Theranos, avec toutes les connexions qu'ils ont dans le monde politique, ancien secrétaire d'État, tout ça. Alors en février 2015, Elizabeth arrive à faire changer la loi de l'État d'Arizona et à ce que les gens puissent demander des analyses sanguines sans prescription d'un médecin. En juillet 2015, Joe Biden, à l'époque vice-président des États-Unis, rend une petite visite à Theranos et pour l'occasion, Elizabeth et ses équipes mettent en place carrément un faux labo, hein. Ils empilent des machines Edison et des machines Minilab pour faire semblant que tout se passe comme prévu, que tout va bien. Joe Biden n'y verra que du feu et carrément les félicitera sur cette technologie révolutionnaire. Évidemment, il communiquait énormément sur le coût réduit de ce genre d'analyse, qui pouvait coûter jusqu'à des centaines de dollars de base, alors qu'avec Theranos, c'était plus à la carte, hein. T'avais ton petit menu et puis tu disais ah bah tiens je vais me faire dépister ou pas de l'hépatite, 20 $, et puis telle maladie, 5 $. C'était comme ça. Le truc c'est que évidemment les médecins n'avaient jamais de réponse précise à leurs questions suite à ces examens. Et lorsque certains patients allaient voir d'autres laboratoires pour être sûrs que leurs résultats étaient vrais, bah souvent ça n'avait absolument rien à voir. Theranos se mit à donner des bons de réduction et se mit à faire des cartes cadeaux pour réaliser des analyses sanguines. Il y avait même des pubs avec des petites filles qui pleurent. Heureusement, toute cette supercherie pouvait pas durer bien longtemps parce que bah, les employés dans les pharmacies Walgreens qui devaient faire les prises de sang, la minuscule, on leur demandait maintenant de faire des prises de sang normales, plus les analyses qui sont ultra fausses. Bon, les gens ont commencé à vraiment se rendre compte que c'était un peu n'importe quoi tout ça. Heureusement, d'anciens employés sont allés voir des journalistes anonymement, hein, ils ont eu le courage parce que je peux vous dire qu'avec toutes les menaces et les pressions de Theranos, c'était pas facile. Et grâce à leur aide, en octobre 2015, un article du journaliste John Kerreru apparaît dans le Wall Street Journal qui dénonce à peu près tout, hein, toute la supercherie de Theranos, mais surtout d'Elizabeth Holmes. Dites-vous en plus, le grand patron du Wall Street Journal avait investi 100 millions de dollars dans Theranos. Donc forcément, lorsqu'Elizabeth avait eu vent de cet article, bah, elle était allée le voir pour lui dire « Tu veux pas dire à tes employés de pas faire ça en fait ?» Non, parce que ça pourrait foutre la merde, hein. Et heureusement, ce dernier, Rupert Murdoch, dira quand même à Elizabeth « Écoute, j'ai confiance en mes employés pour qu'ils ne racontent que la vérité, peu importe ce qu'elle est. » À la sortie de cet article, Elizabeth nie tout en bloc, mais bon, l'article va être repris par énormément de médias. Les gens se sont rendus compte que tout ça était vrai, et les investisseurs se sont mis à tous poursuivre en justice Theranos. Par exemple, les pharmacies Walgreens les ont attaqués pour 140 millions de dollars. Elizabeth également dû payer 4,5 millions de dollars à l'État d'Arizona. Donc elle, bon bah, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Bah, elle quitte Sony et le vire. Et en septembre 2018, après presque 2 ans de gestion de crise, l'entreprise s'effondre littéralement et ferme définitivement. Elizabeth et Sony risquent maintenant jusqu'à 20 ans de prison. En 2019, dans tout ce merdier, elle arrive à se fiancer avec Billy Evans, qui est l'héritier d'une très grande chaîne d'hôtels, donc un Paris Hilton au masculin. Normalement, son procès aurait dû commencer en 2020, mais il a été retardé à cause du Covid, mais également par la grossesse et l'accouchement d'Elizabeth, d'un petit garçon en juillet 2020. Son procès a donc commencé en septembre 2021, et
pas mal de gens racontent que la grossesse et le bébé serait surtout pour gagner la sympathie des jurés lors du procès. Allez savoir, ça me semble un peu exagéré, mais c'est vrai que stratégiquement, ça peut pas faire de mal. Surtout que sa défense est de raconter que tout ça était de la faute de Sunny Balwani et que ce dernier l'aurait totalement manipulé. Donc à voir dans les prochains mois comment cette histoire de dingue se termine, que ce soit avec le procès d'Elizabeth ou celui de Sunny Balwani. Je pense quand même qu'au fond elle était persuadée qu'elle agissait pour le bien de tous, mais le problème c'est que ses intérêts personnels, l'argent et le pouvoir l'ont aveuglée face à la réalité et à la faisabilité du projet. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a plein de gens dans la communauté scientifique qui voyaient que tout ça c'était du bullshit, mais comme il y avait tous ces gens importants, influents liés à Theranos, personne ne remettait vraiment le truc en cause, ou personne osait vraiment les pointer du doigt pour ça quoi. Surtout avec leur avocat de ouf, David Boies, que tout le monde craignait de dingue. Je pense que vous avez pu vous rendre compte, il y a de quoi faire hein, avec cette histoire. Il y aurait possiblement un film avec Jennifer Lawrence qui sortirait en 2022. Elle a un ego mais vraiment tellement surdimensionné que même lorsque les gens lui disaient mais arrête c'est n'importe quoi, tu te trompes, bah c'était forcément directement la porte ou des poursuites judiciaires ou faut savoir écouter les autres hein, des fois madame, parce que regarde où t'en es là maintenant. En tout cas c'est triste de voir que cette femme et que cette entreprise ont pu causer autant de tort, que ce soit aux anciens employés comme Ian Gibbons, à des partenaires comme Walgreens, ou encore aux patients qui les avaient choisis pour réaliser leur analyse sanguine. Encore une histoire pour se rappeler que les apparences sont parfois trompeuses et que certaines choses sont juste trop belles pour être vraies. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir, hein. Si tu me follow sur Instagram, ça fera encore plus plaisir aussi. Comme d'hab, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous!